fait ici une balance entre les deux. C'est une balance entre la connaissance des outils, parce que malgré tout, si vous ne savez pas ce qu'est une tablette tactile, ni 3 ou 4 ou 5 ou 10 applications à utiliser, évidemment ça va relativement être complexe. Donc mon discours de vaut mieux partir des objectifs si on ne connaît pas un minimum les outils, évidemment, ça a ses limites, c'est une balance et un équilibre à trouver. Et donc en même temps, lorsque vous allez analyser, de voir quelles sont les méthodes à utiliser, je parlais tout à l'heure de la classe inversée, un principe conceptuel où vous avez peu d'interactions, vous devez simplement expliquer un principe théorique. Classe inversée, utilisation d'un outil technologique, lequel, différents outils sont valables, c'est simplement de la présentation vidéo. Donc, voilà, ça c'est un exemple sur lequel vous pouvez travailler, et on continue avec des principes collaboratifs de gestion de projet, c'est le même principe. Donc ensuite on arrive à la continuité, c'est le milieu, c'est vraiment la mise en place de l'utilisation de l'outil dans la classe et la compréhension des compétences pédagogiques et technologiques. Donc où je me situe dans ces différents axes, donc je monte dans la flèche, je vais du tâtonnement jusqu'à la transformation. Donc certains enseignants sont peut-être au tâtonnement, d'autres sont peut-être à la généralisation, à la transformation. C'est pas un souci en soi. Le processus en lui-même ne change pas. Et à la limite même, il y a un minimum de technologie, c'est certain, mais le processus ne change pas. Donc que vous soyez avec une utilisation faible de technologie ou forte, vous passerez par le même processus. Et la mise en place, évidemment, on repart avec des approches et des méthodologies. Ce qui a été aussi l'objectif de cette recherche, c'est de voir si le processus, donc ici tout ça est conceptuel, si dans la classe c'était vérifié, donc c'est le même principe avec mon modèle précédent, on a analysé si dans la classe ça se faisait de la même façon. Donc on a des classes où on a vraiment ces espaces de travail différenciés avec différents outils technologiques. Et à la limite, on pose une problématique à l'élève, donc qui est une problématique par exemple d'utilisation d'une tâche collaborative, et on lui demande d'utiliser l'outil qu'il souhaite. Donc, il peut utiliser un tableau blanc interactif, puisque pour des principes collaboratifs, ça fonctionne très bien. Il peut utiliser une mise en réseau de différents portables, d'ordinateurs portables, parce que ça fonctionnerait également. Et donc, on laisse à l'élève l'utilisation de l'outil dans la classe, avec évidemment du matériel disponible. Au-delà de pouvoir mettre en place un outil spécifique. Et on arrive à des méthodologies pédagogiques qui sont par exemple le Bring Your Own Device. Donc, apporter votre appareil numérique en classe, ça fait partie de ces méthodes pédagogiques. Et la mise en place de la technologie et le niveau d'intégration, il passe principalement, comme je le disais, par l'évolution en même temps des outils et l'évolution de votre cours vis-à-vis de la technologie. Donc progressivement, on doit avoir une mise en place de la technologie et une évolution. Le point important aussi, c'est la partie, ce que j'expliquais tout à l'heure, réflexive et itérative. Donc, c'est de réfléchir sur la pratique. Pour ça, on va procéder pour une mise en place par des ajustements. Donc, c'est-à-dire, vous avez conçu votre séquence de cours, vous l'avez déjà pré-testée dans votre classe, vous allez pouvoir la réajuster, se dire, voilà, je dois changer tel et tel aspect parce que ça ne fonctionne pas, et améliorer la séquence pédagogique. Par exemple, par une utilisation d'un outil qui ne fonctionnait pas ou par une utilisation diversifiée d'outils technologiques. Par exemple, dans une classe A, il y avait énormément de portables utilisés. Dans une classe B, il y avait plutôt des tablettes. Et donc, quels sont les outils et logiciels que j'utilise? C'est variable. Donc ensuite, on doit quand même avoir des produits. Donc c'est-à-dire que l'élève doit avoir produit quelque chose et on doit avoir un résultat à la fin de l'apprentissage et une mise en place de connaissances. Donc c'est justement cet aspect-là qu'on va vérifier. Donc c'est de voir si l'élève a acquis des compétences et a acquis des connaissances spécifiques. Donc c'est vraiment les produits en termes d'acquisition et de développement. Enfin, c'est d'avoir déjà une réflexion sur se dire, est-ce que vraiment, et c'est tout le principe d'itération du processus aussi, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai intégré les technologies de manière efficiente? Est-ce que vraiment ça a servi à quelque chose? Donc, par exemple, je suis le premier à le dire, si la technologie utilisée n'a pas été vraiment efficace, alors à quoi ça sert? Peut-être qu'il faudrait revenir à du papier, parce que, effectivement, c'était une expérience intéressante, mais ça n'a pas fonctionné. Ou alors, simplement parce que l'outil que vous avez utilisé n'était peut-être pas l'outil adéquat. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que vraiment c'était pertinent? Et est-ce que des ajustements sont nécessaires?
Par exemple, je l'ai vu en termes d'intégration efficiente, dans l'utilisation justement de cet outil de manière spécifique. Avoir un enseignant qui, notamment dans un cours de français, 2 enseignants différents, un enseignant dans un premier cours qui utilisait la tablette pour simplement lire un manuel scolaire, et alors que le pire, c'est qu'il avait même mis sur le lutrin en tournant les pages, c'était hallucinant. Et la deuxième partie, un deuxième cours, où alors là, il a carrément mis en place la même séquence pédagogique, mais avec des processus collaboratifs où le livre en lui-même n'était presque pas utilisé. Et donc c'est vraiment d'utiliser la technologie à son plein potentiel. Par exemple, dans justement la question, je la posais régulièrement, dans un établissement ou dans des classes où on allait, ils avaient tous des tablettes. Un cours de sciences, je pose à chaque fois la question, combien de fois avez-vous utilisé les fonctionnalités qui sont liées à la géolocalisation ou à l'appareil photo ou à la prise de vidéo avec l'outil en question? Je le posais souvent en cours d'histoire et de géographie parce que je connais bien la matière. Et 8 cas sur 10, il me disait, on n'est jamais sorti de la classe. Alors que justement, c'est le principe même de cet outil-là, est de pouvoir sortir de la classe, de faire de la géolocalisation, de faire justement de l'utilisation à l'extérieur de l'outil spécifiquement vis-à-vis d'une séquence de cours qui était justement justifiée dans ce cadre-là. Et enfin, l'itération du processus, donc c'est vraiment de se dire, donc c'est vraiment la modification et la transformation du style pédagogique. Donc est-ce que vraiment j'ai transformé ma séquence de cours par rapport à ce que je faisais avant? Et donc j'insiste beaucoup sur l'itération du processus, donc c'est-à-dire que le processus se termine et recommence continuellement, d'une classe à l'autre, d'une heure à l'autre et d'une année à l'autre. Logiquement, après je sais, ça prend du temps, on n'a pas toujours le temps de revoir nos séquences de cours d'une classe à l'autre, certainement pas, mais d'une année à l'autre à peu près difficilement, et c'est devoir essayer de quand même regarder si justement ce principe est vraiment évoqué, est-ce que je peux pas l'améliorer, est-ce que des outils nouveaux ne sont pas disponibles, etc. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est aussi un investissement, c'est-à-dire que les enseignants disent souvent que l'utilisation de la technologie est chronophage, donc ça prend énormément de temps pour concevoir une séquence de cours à l'aide des TIS, c'est vrai, mais l'investissement en termes d'acquisition de compétences et d'interaction avec les élèves, de motivation des élèves, en vaut la peine. Donc c'est relativement important de pouvoir l'intégrer maintenant dans certaines mesures, comme j'expliquais. Alors je vais rapidement vous faire un petit mot sur l'utilisation du Bring Your Own Device. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus visible et de plus en plus important, c'est-à-dire que c'est ce que vous faites aujourd'hui, utiliser votre appareil numérique. Donc, utiliser un étudiant ou un élève à amener en salle de classe un outil spécifique. Ici, ce que j'expliquais, c'est une utilisation restreinte. Donc, on autorisait un iPad 4 en classe toute l'année. Spécifiquement avec, à la limite parfois même des applications choisies. C'est très facile pour un enseignant puisqu'il connaît les applications, tout le monde a le même outil devant lui. Le problème vient dans l'utilisation ouverte multiple, avec des systèmes d'exploitation différents, des logiciels différents et des outils différents. Là, ça devient beaucoup plus complexe. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que arriver à ces niveaux-là, donc où le degré de liberté laissé à l'élève est de plus en plus important, c'est-à-dire qu'arriver à ces niveaux-là, il faut avoir un niveau d'intégration des TIS. Donc quand je reviens avec mes niveaux d'intégration qui sont quand même assez élevés. Donc demander à des enseignants d'arriver à faire du Bring Your Own Device dans les derniers niveaux alors qu'on commence une intégration des TIS, c'est pas une très bonne idée parce qu'on risque d'avoir énormément de problèmes. Donc on va vraiment arriver dans du Bring Your Own Device dernière limite lorsque l'intégration et les niveaux de compétences sont les plus élevés. Voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Et j'en arrive à la dernière partie, qui était justement de voir si tout ceci était vérifié dans le contexte scolaire qu'on a analysé. Et donc principalement, qu'est-ce qui change? C'était les facteurs internes et externes. Dans certaines écoles avaient été considérés, d'autres pas. Comme je disais, dont les facteurs ont été considérés, on a vu les résultats les plus intéressants. On a une formation des différents acteurs, donc ça c'est un aspect qui était hyper important chez les enseignants et c'est des séquences de formation en début d'année étaient données, alors que ça n'avait pas spécialement été évoqué avant. Donc on organise des séances complètes pour l'ensemble des acteurs.
Conception pédagogique, c'était relativement vérifié, donc c'est-à-dire qu'on a une intégration qui se fait, voilà, on essaye de vérifier comment on peut intégrer la technologie, c'était relativement visible, donc on avait une créativité quand même assez visible de l'enseignant, on avait la classe inversée ou la collaboration était quand même assez visible. Après, au niveau technique, on avait quand même des outils disponibles, donc ils avaient des listes d'applications à utiliser avec des outils possibles, des méthodologies possibles. Donc il y avait quand même pas mal de guides qui étaient prévus pour l'enseignant en début de cours, en début d'année scolaire, pour qu'il puisse préparer ses cours de manière à pouvoir appréhender justement la technologie. Donc il y avait quand même une préparation assez importante qui était prévue. Et donc ça, c'était un aspect qui était plus évoqué dans l'étude parce que d'un point de vue théorique, ça va un peu de soi, et alors que justement ici, c'était vraiment visible. Et ensuite, les changements opérés, donc on progresse effectivement, donc c'était assez visible, on avait encore quand même des méthodes magistrales qui étaient quand même assez présentes, et des méthodes actives ou collaboratives, je dirais à 50%, mais vraiment des méthodes ouvertes qui étaient quand même limite à 25%. Au niveau des différents niveaux d'acquisition, voilà, les résultats évidemment je les avais, donc on a testé les enseignants pour voir quels étaient leurs niveaux d'acquisition de compétences. On était à 5% de tâtonnement, 10% d'expérimentation, et les transformations, les plupart se situaient entre adaptation et généralisation. Transformation, on avait à peu près 10% des enseignants qui étaient à ces niveaux-là, quoi. Après le processus itératif, donc je parle de mon processus. Dans les derniers niveaux, donc dans l'évaluation, l'itération, justement cette réflexivité, on était à 5%. Donc les enseignants qui revoient leurs cours chaque année, rechangent les séquences d'apprentissage et ajustent leurs séquences de cours, mais de manière vraiment d'une transformation, on était vraiment à 5%. Et cette itération, ce processus réflexif, on était à 5%. Donc on avait quand même un retour, donc c'est-à-dire est-ce que l'intégration est efficiente? Donc ça, les enseignants se posaient quand même la question de se dire est-ce que voilà c'est visible et est-ce que ça a servi à quelque chose? Donc là la question oui ou non était quand même, ils se la posaient quand même, et de se dire voilà, cette partie-là je dois l'ajuster, cette partie-là non, mais on verra l'année prochaine. Après vraiment ce principe de boucle était peu visible. Alors ici, en termes de comparaison, voilà, je vous remontre le modèle comparé. Ce qui change principalement, c'est dans les premiers niveaux, donc la mise en place du projet pédagogique et d'intégration des TIS dans l'établissement, qui était relativement différent. Donc ce principe de formation, de prise en considération des acteurs, etc., c'était peu visible, mais au niveau des derniers niveaux, là, on suivait la boucle qui avait été évoquée. Donc en réfléchissant avec les enseignants sur la façon dont ils concevaient leurs cours, on était vraiment dans ce processus qui était là. Après, dans les niveaux de compétences, ça ils sont variables et c'est tout à fait logique. Donc il y a des limites et des forces à cette recherche. Donc évidemment l'échantillon était quand même de 200 personnes. Maintenant on peut effectivement l'étendre par une bonification, une bonification du modèle. Il y a des limites aussi dans l'utilisation de la démarche dans d'autres contextes. Après, comme je vous le disais, c'est relativement utilisable dans différents établissements scolaires, avec différents enseignants, avec différents outils. C'est toujours le même processus. Donc ici, principalement, j'ai utilisé cette recherche-là pour une autre recherche que j'ai menée l'année dernière qui visait à analyser l'intégration des technologies dans l'ensemble du système éducatif, où on a passé des enquêtes au niveau des enseignants de l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des directions pour voir où en étaient justement ces niveaux d'intégration. Ce que je voulais voir, c'était les facteurs, parce qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que ces facteurs étaient présents dans les établissements scolaires et où en étaient les compétences numériques des enseignants? Et donc, l'objectif de cette recherche qui a donné donc lieu à une autre recherche qui est publiée d'ailleurs, vous pouvez aller la consulter, elle s'appelle Baromètre numérique de l'éducation 2018, et donc cette recherche-là fait un état des lieux du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on a pu voir justement que les facteurs dans ce cadre-là n'étaient pas suffisamment présents et avaient réellement un impact sur les enseignants. Et donc justement cette partie mise à disposition d'infrastructures, mise à disposition de différents axes, et on a imaginé différents axes sur lesquels un établissement scolaire doit travailler, qui sont liés notamment au test que j'évoquais avec la Commission européenne, qui est notamment de voir si l'infrastructure, la formation, l'accompagnement, la gouvernance, la collaboration étaient présents dans l'établissement.
Donc différentes recommandations pour un établissement scolaire et un enseignant qui doit intégrer les technologies. Donc c'est vraiment de réfléchir à la planification et à l'adaptation du cours existant, arriver à mettre en place une infrastructure complète pour l'établissement scolaire. Donc comme je le disais, un établissement scolaire avec une infrastructure faible a un niveau d'intégration faible, une implication des enseignants indispensable, un support technique et pédagogique indispensable, de manière à arriver à une forme de succès. Et donc, le principe de rétroaction doit également être considéré, donc c'est-à-dire qu'il faut régulièrement donner la parole aux enseignants et aux acteurs pour voir si les processus mis en place correspondent à leurs besoins. Donc, est-ce que les formations correspondent à leurs besoins? Est-ce que l'accompagnement correspond aux besoins? Est-ce que l'infrastructure répond aux besoins? Donc, c'est vraiment important pour un chef d'établissement de considérer l'ensemble de ces différents axes. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Ici, la perspective, en tout cas, ce qu'on peut retenir de la recherche qui avait été évoquée, c'est que on a quand même une vision qui est relativement cohérente de l'utilisation d'un outil technologique. Donc, on voit qu'on avait quand même de la formation à distance, que l'on avait quand même l'utilisation d'un outil en classe, mais qu'on peut aller plus loin. Donc, en termes d'utilisation à l'extérieur de la classe de l'outil, etc. Dans les modèles d'intégration, ben voilà, j'ai fait le tour de différents axes en termes de gestion, de formation, de recherche, et un modèle d'intégration de la tablette qui a été réalisé. Alors l'objectif vraiment ici, c'était de conscientiser sur le fait que les enseignants, vous devez amener les enseignants ou vous-même à analyser sa propre pratique et à réfléchir sur sa propre pratique. Est-ce que c'est efficient? Est-ce que ça ne l'est pas? Comment je peux bonifier la question? Et aussi comment je peux me faire aider? Donc, c'est-à-dire, forcément, vous n'avez pas la science infuse et qu'il y a aussi des structures d'accompagnement qui sont là, il faut les solliciter. Et enfin, si je dois faire passer différents messages aujourd'hui, c'est surtout sur les facteurs, donc autant pour les établissements qu'à des niveaux supérieurs, de vraiment considérer les enseignants et de les accompagner, de les aider. C'est de réfléchir sur le processus d'intégration. Je vous invite également à faire différents tests d'autodiagnostic sur les compétences numériques pour les enseignants et pour les établissements scolaires. Donc je peux vous faire, si vous voulez, une liste des différents outils disponibles. Vous avez un outil qui est pas mal, qui est aussi pour les citoyens, qui est l'outil PIX, qui a été développé, que l'on utilise également aussi, et qui permet notamment de situer les compétences numériques. La Commission européenne, on est occupé de travailler justement avec les différents pays européens sur la mise en place d'un outil d'autodiagnostic pour les enseignants, donc il sera disponible notamment normalement dans un an et demi. Et vous aurez une version 2 de Selfie, qui est l'outil d'autodiagnostic pour les établissements scolaires afin de voir s'ils intègrent les outils technologiques dans l'établissement, qui arrivera bientôt, mais qui est déjà disponible pour un test de pré-diagnostic en tout cas. Et pour les citoyens et même pour les élèves, Selfie propose déjà plusieurs choses. Donc je vous invite vraiment à utiliser ces outils. Je vous invite aussi à procéder à ce processus réflexif et itératif, de manière à voir comment justement vous pouvez bonifier vos pratiques pédagogiques. Voilà, je suppose que vous avez des questions et je vais y répondre avec plaisir. Merci. Merci. Merci, on répond pour cette présentation. Alors, effectivement, il y a quelques questions qui sont arrivées. Je vais essayer d'en faire une synthèse. Alors, je suis désolée si je n'arrive pas à toutes les synthétiser. Une première question qui porte sur la formation des enseignants. Oui. Donc, vous l'avez plus ou moins évoqué. Comment est-ce qu'on pourrait former les enseignants à ce modèle intégratif des nouvelles technologies? Alors, je ne sais pas si vous prenez plusieurs questions, que vous répondez, vous faites un lot et que vous répondez, ou vous répondez au fur et à mesure? Je vais répondre question par question, c'est plus facile. Donc, pour ce qui est de la formation, donc il y a deux choses. La formation de manière générique et la formation au processus d'intégration. Donc, la formation au processus d'intégration se réalise principalement en petits groupes. Donc, principalement, ce qu'il faut faire, c'est analyser une séquence de cours, voir à quel moment l'enseignant a prévu d'utiliser les technologies, est-ce que les méthodes et les outils utilisés correspondent le plus adéquatement avec la séquence de cours visée,
proposé. Et donc, c'est vraiment de l'accompagnement individuel. Donc, il y a évidemment une explication du modèle en question ou du processus d'intégration qui est, comme je viens de le faire, mais après, ça peut se faire beaucoup plus rapidement que ça. Et ensuite, vraiment du pratico-pratique sur des séquences de cours de manière concrète avec des enseignants de manière individuelle. Puis, ici, ce qui avait fonctionné, en tout cas pour l'intégration massive, c'est principalement des formations qui avaient été organisées de manière globale, donc sur différents axes. Alors aujourd'hui, on arrive à cibler des axes de compétences pour les enseignants. Donc, par exemple, je vais prendre le premier axe qui est l'information et l'utilisation l'utilisation des systèmes d'information. Donc, par exemple, comment rechercher l'information, accéder à l'information, utiliser et valoriser les compétences numériques liées à l'information, ou alors à la collaboration, par exemple. Donc c'est un autre axe qui vise la collaboration. Donc on a des axes de prédilection qui sont justement des axes génériques sur l'utilisation des technologies pour la collaboration, par exemple. Donc quels sont les types de méthodologies utilisées, les différents outils à utiliser, etc. Donc vraiment du générique. Puis ensuite, l'enseignant est censé pratiquer dans sa salle de classe vis-à-vis de ces axes et faire son marché dans des axes alors plus spécifiques sur lesquels il estime avoir besoin d'un accompagnement. Et donc, à ce niveau-là, on arrive alors à faire des sous-formations, donc de sous-thématiques, donc liées par exemple, j'aimerais bien utiliser la classe inversée dans mon cours de géographie de manière spécifique. Et bien voilà, là c'est une autre formation qui est, elle, plus axée sur un domaine spécifique avec un axe spécifique de méthodologie. Donc, il propose, l'idéal c'est de proposer des formations génériques, des formations spécifiques et à disposition de l'enseignant. Donc ça ne doit pas forcément être des formations présentielles, ça peut être des formations à distance ou alors des MOOC sur la question. L'idéal, c'est d'avoir une offre de formation disponible pour l'enseignant et à travers le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il en aura peut-être besoin au mois de septembre, qu'il en aura besoin au mois d'octobre, comme il en aura peut-être besoin au mois de mai. Donc, l'idéal, c'est d'avoir cette offre de formation, mais qui ne soit pas contextualisée le mardi à 2h, le 24 janvier. Parce que ça risque forcément de contraindre des enseignants qui ne pourront pas y aller ou des enseignants avec qui justement cette problématique ne se pose pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment à travers le temps et l'espace. Je rappelle le principe d'ubiquité que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment important. Donc essayez de ne pas contraindre les enseignants à aller en formation présentielle lorsque ce sont des principes vraiment théoriques ou des principes qui sont liés à l'acquisition de connaissances, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si c'est vraiment des axes collaboratifs où un accompagnement spécifique doit être fait, là, effectivement, la formation présentielle a tout son sens, mais moins dans des axes liés à des aspects théoriques. Voilà. Après, je parlais de formation des enseignants. Il y a la formation des directeurs, des conseillers pédagogiques et des parents, comme je l'expliquais, qui doivent aussi être mis en place. Merci. Une seconde question qui est posée, qui porte sur la généralisation du modèle en se disant, est-ce que c'est valable, quel que soit le niveau d'enseignement, quelle que soit la discipline? Oui. Est-ce que c'est un modèle généralisable? C'est un modèle généralisable, c'est-à-dire que ici, ce sont donc les enseignants. C'est vrai que j'ai pas détaillé l'échantillon. On avait des enseignants qui étaient de tous les niveaux du secondaire, donc collège, lycée confondus, niveau d'enseignement et discipline d'enseignement confondus. On a même réalisé des recherches en maternelle ou dans l'enseignement primaire. Donc, je veux dire, le principe de ce modèle-là est valable à tous les niveaux et à travers toutes les disciplines, puisque, comme je l'expliquais, c'est un modèle générique. Ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez intégrer les niveaux. Donc, le niveau sera différent en fonction de la personne, mais le processus est identique. Une autre question qui a été posée, que j'espère ne pas déformer, qui porte plutôt sur l'aspect élève, c'est-à-dire une fois que les enseignants ont intégré le numérique de façon efficiente, comment entraîner les élèves, comment motiver les élèves à suivre les enseignants, en gros comment gommer cet effet enseignant et faire en sorte que les élèves entrent dans le processus.
Alors, tout ce qui est acquisition, donc motivation, donc on parle de motivation ici. Donc on avait analysé la motivation et j'avais beaucoup apprécié une enseignante qui m'avait expliqué, parce que c'était la question qu'on posait à chaque fois, comment motivez-vous vos élèves, etc. Et la question revenait régulièrement ça m'a marqué parce que l'enseignante a dit moi je n'ai pas plus de problèmes qu'avant, mon cours est simplement intéressant. Et en termes de motivation, je n'ai vu aucune différence. Et d'ailleurs, on a vérifié la question en allant dans sa classe, notamment en termes de développement et d'acquisition de compétences. Et c'est vrai que la façon dont elle avait prévu sa séquence d'apprentissage ne permettait pas à un élève d'être distrait ou peu motivé par la question. Pourquoi ? Parce elle variait les méthodes, elle variait les niveaux d'acquisition et surtout elle avait bien ciblé à quel moment utiliser l'outil et pour quelle méthodologie, à quel moment utiliser une méthodologie spécifique. Donc, pour un axe collaboratif, elle avait utilisé spécifiquement, ici elle avait utilisé les portables à un moment de la séquence, puis elle avait demandé à des élèves d'utiliser, vous avez vu l'image tout à l'heure, avec différents outils, elle avait demandé à d'autres élèves d'utiliser le tableau blanc interactif, etc. Et donc on voyait qu'à la fin de la séquence, en fonction de ce qu'elle avait utilisé et mis en place, on arrivait à avoir des livrables, parce qu'on parlait de livrables tout à l'heure, qui étaient relativement bien remplis. Et donc avec des cahiers d'exercice, avec des productions qui étaient vraiment visibles, tout simplement parce qu'elle avait choisi des méthodologies et des outils qui étaient totalement adéquats. Après, effectivement, elle avait une certaine expérience dans la question, c'est vrai. Pour ce qui est après on parlera donc, on a un aspect motivation, on a un terme de gestion de classe, mais c'est lié. La gestion de classe est souvent problématique quand la motivation est peu importante. Et donc, on a vu aussi que, en termes de gestion de classe, la gestion de classe était vraiment liée à la motivation et à la façon dont le cours était conçu. Alors après, vous allez me dire, c'est pas forcément parce qu'il y avait un aspect technologique, elle pourrait ne pas en utiliser, et je vous dis que c'est exactement ça. L'outil technologique ici avait peu d'importance, puisque c'était vraiment la façon dont elle l'avait mis en place. Et donc, en gros, pour la motivation des élèves, c'est vraiment une question de réflexivité, et vraiment d'aller dans les derniers niveaux que j'expliquais. Donc, est-ce que cette intégration est efficiente ? Donc, comment vérifier qu'une intégration est efficiente ? C'est très facile. Est-ce que les élèves sont intéressés par mon cours ? Est-ce qu'ils sont motivés dans la question ? Est-ce qu'ils arrivent à compléter les livrables ? Si oui, est-ce que les résultats sont visibles ou non ? Et vous arrivez ainsi à faire des comparaisons entre classes ou entre années. Et avec ça, vous arrivez à déterminer si l'intégration est relativement efficace ou à terme efficiente. Ensuite, lorsque vous avez cette intégration efficiente, c'est de réfléchir à comment l'améliorer. Et cette dame, voilà, elle m'avait expliqué qu'elle avait quand même refait la séquence 4 fois avant d'arriver au résultat que j'avais pu constater. Donc, c'est vrai que d'une année à l'autre, elle avait bonifié sa séquence d'apprentissage, et c'est vrai qu'elle était dans la dernière cohorte, on était dans la 4e année et pas dans la première année. Effectivement, lorsque j'expliquais le principe magistral, c'était principalement dans la première année que ça avait été constaté, moins dans la 4e année, puisque la plupart des enseignants évoluaient. Qui a été posé presque ce que vous dites en disant finalement on pourrait presque négliger l'innovation technologique et parler d'un modèle d'innovation pédagogique en tant que tel. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est vraiment comment je peux arriver. Et le terme innovation est bien choisi et opportun parce que l'innovation induit souvent la motivation. L'être humain est pour la plupart est assez réceptif à l'innovation et aux nouveaux concepts et aux nouvelles choses en fait. Vous allez avoir un nouvel outil et voilà, je vais prendre l'exemple d'Apple joue régulièrement avec ce concept d'innovation. Ils produisent un nouvel outil avec de nouvelles fonctionnalités et ils le vendent facilement. Pourquoi ? Parce que l'être humain est fait de telle façon qu'il est très réceptif à l'innovation et à la nouveauté. Et donc lorsqu'un enseignant arrive avec des nouveaux concepts, et c'est vrai que même parfois on a vu des enseignants qui mettaient en œuvre des concepts relativement nouveaux, donc une nouvelle façon de faire, alors que globalement, pédagogiquement, ça avait peu d'intérêt, vraiment dans l'utilisation par exemple
d'applications spécifiques pour le théâtre notamment, où c'était pas vraiment justifié, mais les élèves étaient hyper motivés par la question. Et en fait, ils n'étaient pas motivés par la séquence, ils étaient motivés par l'outil et par le principe d'innovation. Et donc, c'est vraiment un des aspects qui permet de motiver les élèves. Maintenant, il faut essayer de jouer de manière efficace. Donc, utiliser des nouvelles choses et des nouvelles méthodes, mais qui apportent vraiment une plus-value. Parce que ça n'a pas d'intérêt non plus d'utiliser les outils pour les utiliser, quoi. Alors, la dernière question, et après on sera obligé de s'interroger pour garder le timing qu'on s'était fixé, où on vous demande si vous pouviez détailler davantage les avantages que procure, alors si j'ai l'intégralité de la question, les avantages que procure une auto-évaluation par le questionnaire Selfie dont vous avez parlé, oui. Avantages pour chacun des acteurs, et comment est-ce qu'on peut impliquer les acteurs dans ce genre d'évaluation? Voilà. Donc, en fait, le principe de Selfie doit partir du chef d'établissement, ou de la direction en tout cas, avec les conseillers pédagogiques s'ils sont là. Donc, ça doit partir évidemment de la direction, puisque c'est le directeur qui initie le questionnaire. Donc, le directeur va en fait créer, on appelle ça une espèce de séquence de tests pour son établissement, un temps T. Et donc, pour arriver à faire ça, il va créer trois liens, en fait. Un lien pour le comité de direction, un lien pour les enseignants, un lien pour les élèves. Et donc, va devoir communiquer vis-à-vis des différents acteurs à quoi cela pourra servir, à quoi c'est pertinent. Donc, vis-à-vis des enseignants, c'est clairement une bonification de leurs conditions de travail. Il faut être relativement logique. S'ils vont répondre au questionnaire, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir donner leur avis sur ce qui fonctionne ou pas dans l'établissement et pour pouvoir ainsi être écoutés, être entendus sur ce qu'ils aimeraient améliorer dans l'établissement, dans leur classe, etc. Donc, il faut avoir une approche qui est vraiment une approche je vous écoute pour pouvoir, moi, m'améliorer en tant que direction et pouvoir améliorer vraiment vos conditions de travail. Pour les élèves, évidemment, c'est le même principe. Après, on l'a vu lorsque l'on passait les questionnaires, il faut une implication de l'enseignant. Donc là, l'idéal, c'est que certains enseignants soient actifs et participent justement au testing. Donc les plus motivés dans le numérique que vous avez dans l'établissement, vous leur demandez de participer à la question, qui passent le questionnaire dans leur classe. Ça va favoriser. Si vous demandez aux élèves de le compléter, vous avez 10% de réponses. 10% de répondants, 10% de réponses à peu près. Lorsque des enseignants le passent dans leur classe, évidemment, le pourcentage augmente. Et l'objectif est lequel? L'objectif est principalement d'avoir un état des lieux. Donc, Selfie est conçu de manière à analyser les différents axes sur lesquels une stratégie numérique se base. Quels sont les axes? Donc, vous allez avoir un axe équipement. Donc, il va vous dire, sur l'axe équipement, il y a des bonifications à apporter sur l'aspect lié à la connectivité, l'aspect lié au matériel, l'aspect. Vous avez un autre axe qui est lié à la formation. Donc, ils vont poser des questions, de voir s'ils ont des formations continues, des formations en ligne sur des aspects génériques, sur des aspects spécifiques, etc. Donc, vous allez pouvoir voir un état des lieux sur la question de tout ce qui est collaboration, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est... Et donc, il y a différents axes qui sont évalués. Vous allez ainsi avoir un rapport conséquent sur l'état des lieux à l'instant T de votre établissement scolaire. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir corriger. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez le refaire. Bon, ne refaites pas ça tous les 3 mois, évidemment, vous allez vite écœurer la population, mais chaque année, c'est un bon indicateur. Donc, après, ne le faites pas passer en début d'année scolaire parce que ça a peu d'intérêt. Je dirais de faire passer ça soit en début de janvier-février ou alors... mais au mois de novembre, mais le mieux c'est vraiment en février, ou janvier-février, parce qu'alors les examens sont passés, etc., il y a une période plus propice. Et donc, à cette période-là, chaque année, vous faites cet autodiagnostic, et vous arrivez justement à faire votre état des lieux. Ça vous permet, en tant que direction, de situer votre stratégie numérique au niveau global. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que au niveau du système éducatif, ou au niveau d'un groupe d'établissements, on peut évidemment arriver à situer les établissements scolaires. Tout ça est sur base volontaire. Donc, c'est-à-dire que si par exemple une académie souhaite le faire, elle doit avoir j'allais faire en anglais, l'accord
des chefs d'établissement pour pouvoir le faire. Donc, il faut bien se dire qu'on ne transfère pas les informations ne sont pas transférées au niveau macro. Et donc, si vous voulez après vous comparer avec d'autres établissements, c'est un outil qui est relativement intéressant. Parce que c'est des perspectives macro qui sont mises en place. Donc, par exemple, si vous voulez tester si des nouvelles politiques fonctionnent ou pas, c'est un des moyens. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages, c'est certain, autant pour les enseignants que pour les élèves moins. Hein, il faut être clair. À part le principe d'amélioration, etc. Voilà, ils ne verront pas immédiatement une plus-value. Pour les enseignants, oui, parce qu'au moins ils sont écoutés. Et puis, je pense que c'est hyper important de les faire participer. Et en même temps, pour le chef d'établissement, ça c'est indéniable. Merci pour ces réponses apportées. Merci pour votre présentation qui était très riche et très dense. Je vous propose de faire une petite pause café. Alors peut-être que 15 minutes.